que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Donc, article de Les Échos. Le gouvernement a opté pour des décrets plutôt qu'une loi de finances rectificative pour faire passer ces 10 milliards d'économies. Donc, vous pouvez passer des 10 milliards par décret. Voilà, tranquille. Les experts et les députés de l'opposition critiquent une voie qui nourrit une certaine opacité et cantonne le Parlement à la marge. On est sur... Là, on a Éric Coquerel et Bruno Le Maire. Ils se serrent la main. Alors, ça veut dire que... LFI, ils sont potes avec Bruno Le Maire. Ça veut sûrement dire ça, la photo. Hein. Les gens, voilà, c'est scandaleux. Du coup, j'ai une panne de réveil, vous pouvez recommencer la matinale depuis le début. Bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis mal réveillé car c'est le matin. Oh là, qu'est-ce que je suis pas bien réveillé. Oh, le micro est cassé. Oh, ah, la météo, alors, il fait des températures. Hein. Oulala. Voilà, c'était la matinale. De l'eau. La malle, pas la malle, absolument. Un journal de 20 heures peut-il remplacer... Ah, c'est Renaud Honoré, pardon, dans Les Échos. Un journal de 20 heures peut-il remplacer un débat à l'Assemblée nationale? Les spectateurs de TF1 dimanche ont eu la primeur du plan d'économie de 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire pour rétablir les comptes publics en 2024. Il faut espérer pour les députés qu'ils étaient devant leur écran ce soir-là, car il n'est pas certain qu'ils pourront en apprendre beaucoup plus du ministre de l'économie sur ce sujet dans les semaines à venir. En optant pour les décrets plutôt que pour un projet de loi de finances rectificative en bonne et due forme, le gouvernement a en effet choisi une méthode à la hussarde pour faire passer son plan d'économie, un gage d'efficacité et de rapidité. C'est vrai que c'est plus efficace de ne pas du tout consulter le Parlement. C'est l'efficacité, voilà, c'est ça. Pourquoi ne pas faire ça avec tout? Bercy dans les clous. On dirait une contrepétrie, mais c'en est pas une, je pense. Bercy dans les clous. Bercy dans les blues. Non, ça marche pas. Hein. Une assertion qui fait octer les députés de l'opposition comme certains experts. Une telle procédure pour des montants si importants, ce n'est quand même pas terrible, aussi bien politiquement que d'un point de vue de gestion budgétaire, estime François Ecal, ancien magistrat à la Cour des comptes et fondateur du site spécialisé en finances publiques FIPECO. Attendez, je vais noter FIPECO, parce que si ça se trouve, on pourra lire des articles de FIPECO, là ça me... Les sites spécialisés, c'est toujours intéressant. Comme OPEX 360, ça. Merci. Vous savez dit que le plan grand froid, c'était une contrepétrie? Ça, c'est incroyable. Très bien. Le débat avait agité l'exécutif, assez peu désireux de recourir à un nouveau 49.3. Il y en a déjà eu 23 sur les textes budgétaires depuis le début de la mandature. Avant les élections européennes, Emmanuel Macron a tranché pour ce scénario du décret auquel a dû se rallier Bruno Le Maire. Donc, le gars, il s'est dit, il y a eu trop de 49.3, le plan grand froid, vous l'avez pas? Je la donne pas, ça se donne pas les réponses. Bon, ça a été donné. Donc, le gars s'est dit, il y a eu assez de 49.3, et on pourrait se dire, ah, il a compris que c'était antidémocratique, que c'était pas bien de faire des 49.3. Non, il a dit, on va faire une autre façon d'empêcher le débat à l'Assemblée, on va faire des décrets. Voilà. Vraiment, on a trop contourné l'Assemblée, on va continuer, quoi. Le contexte politique ne nous laisse pas d'autre choix. Aucun parti d'opposition n'est assez responsable pour voter des mesures d'économie. C'était la seule voie pour agir de façon efficace, défense Jean-René Cazeneuve, rapporteur général Renaissance du budget à l'Assemblée. Vraiment, le gars, il a dit l'opposition, ils sont nuls, du coup, on est obligé de faire ça, c'est à cause de l'opposition. Juridiquement, le gouvernement est dans les clous. La loi organique lui donne le droit d'annuler par décret jusqu'à 1,5% des dépenses de l'État. Bercy a tendu au maximum l'élastique en incluant dans ses dépenses celles de certains comptes spéciaux comme la jurisprudence le lui permet. Tout cela a abouti à la suppression de 10 milliards de crédits, un montant jamais vu pour une telle opération d'après François Ecal. Si l'exécutif respecte la loi à la lettre, en respecte-t-il aussi l'esprit?
En passant par un décret, Bercy s'évite les foudres du Haut Conseil des finances publiques qui aurait pu juger la nouvelle prévision de croissance encore trop optimiste, comme plusieurs économistes. Donc ça voudrait dire que même malgré ces économies-là, ce serait encore trop par rapport au 1%. Je rappelle que c'est 1% la prévision de croissance qui a été faite. Et c'était déjà revu à la baisse parce que le projet de loi, le projet de loi finance qui a été voté à la base, c'était je crois sur 1,4 ou 1,3% de croissance. Donc Bruno Le Maire a revu ça à 1%. Il y a encore des économistes qui disent 1% c'est trop, on ne fera pas autant de croissance. Le Haut Conseil des finances publiques n'est en effet sollicité que lors de textes budgétaires en bonne et due forme et ne peut s'autosaisir. En termes de transparence, cela pose problème, regrette un expert du dossier. Ah oui, donc en fait, il y a un Haut Conseil des finances publiques qui étudie les lois finances publiques, mais pour jusqu'à 1,5% de la somme, ils peuvent faire par décret, et quand c'est fait par décret, ce Haut Conseil des finances publiques ne peut pas mettre son nez dans le bousin, comme on dit. C'est sur 1,8 la loi. Le choix de recourir à de telles coupes à peine 2 mois après le vote du budget 2024 pose aussi question. Dès l'automne, les prévisions de croissance du gouvernement étaient jugées trop optimistes par tous les experts. Les ministres ont beau nous expliquer que les choses se sont aggravées, je crois surtout que le projet de loi de finances qui nous avait été présenté à l'époque était insincère, attaque Éric Coquerel. Pour le président LFI de la commission des finances, la décision de faire passer des modifications d'une telle ampleur par voie réglementaire est un déni de démocratie. Voilà. C'est un article bien fait, hein, bien construit, c'était clair, on a appris des choses. Moi j'ai appris des choses. Vous avez appris des choses? Moi j'ai appris des choses. Voilà, vous saurez maintenant que par décret, on peut faire passer 1,5% du budget de l'État, que c'est pas contrôlé par le Haut Conseil des finances publiques. Voilà, on apprend. On apprend en s'amusant avec les échos. Très important. Et donc, le gouvernement rajoute dans la cure d'austérité, nous dit Mathias Thépaut dans Mediapart. Cet article, je voulais le lire hier. Et j'ai pas eu le temps, donc on va le lire aujourd'hui. Ça va être une petite analyse, bien sûr, sur les économies annoncées par Bruno Le Maire. À la surprise générale, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros d'économies budgétaires supplémentaires pour 2024, notamment dans la transition écologique, une manière très maladroite de montrer patte blanche à Bruxelles. J'ai oublié de demander une chanson hier pour mon anniv. Ah, Forkmotion, joyeux anniversaire, bien sûr. En plus, il n'y avait pas eu de chanson d'anniversaire hier, tu vois, donc ça ne me fait pas du tout, ça ne m'embête pas du tout de mettre une chanson d'anniversaire maintenant. Il est où? On va mettre celle-ci, allez. De l'émotion. Donc, Bruno Le Maire, les économies, tout ça. Alors, on y va. Mathias Thépaut pour Mediapart, 19 février à 19h50. Après une année 2023 de casse sociale marquée par les réformes des retraites et de l'assurance chômage, on pensait que la prochaine cure d'austérité concoctée par l'exécutif n'adviendrait pas avant 2025. C'est en tout cas ce que le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire avait laissé entendre début janvier en annonçant qu'il comptait trouver au minimum 12 milliards d'économies en 2025 dans les budgets de l'État et de la Sécu. Mais finalement non. Alors on va l'écouter, très bien. Le gouvernement en rajoute dans la cure d'austérité. De Mathias Thépaut, lu par Jérémy Zilberberg. Participation. Mediapart. Incroyable. Le jingle. Après une année 2023 de casse sociale marquée par les réformes des retraites et de l'assurance chômage, on pensait que la prochaine cure d'austérité concoctée par l'exécutif n'adviendrait pas avant 2025. Vous trouvez qu'il lit mieux que moi ou moins bien? Mediapart. Participatif. Participer. Edoui Plenel. Participer. Après, il y a l'article. Ouais. Non, c'est pas une IA, ils ont donné son nom au début. Je vais me rendormir. Malheureusement, si ces économies pour 2025 restent à l'ordre du jour, donc en plus... Abonnez-vous à Mediapart. Merde. En plus... c'est en plus des 10 milliards, donc il y a 12 milliards en plus des 10 milliards en plus des 12 milliards, donc ça fait 22 milliards, plein d'économies, voilà, plein d'économies. Si ces économies pour 2025 restent à l'ordre du jour du prochain projet de loi de finances qui sera présenté à l'automne, l'année 2024 ne sera pas pour autant épargnée par le rigorisme budgétaire. En effet, Bruno Le Maire a annoncé au journal de TF1 dimanche 18 février que 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires seront actés dans les prochains jours. Merci Zarken pour le Prime.
Et à ton prime, Zarken. Comme disent les jeunes. C'est une masterclass. Le GOAT a fait une dinguerie dans le chat. Une annonce surprise que le ministre a justifiée par la révision à la baisse des prévisions de croissance économique française pour 2024 de 1,4 à 1%. Révision que le gouvernement explique par la hausse des taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne qui ne date pourtant pas d'hier. Ouais, c'était bien 1,4 donc. Hein. Mais effectivement, comme dit l'opposition, le projet de loi de finances de base avec les prévisions à 1,4% était donc bien insincère. Le gouvernement a bien fait un projet de loi de finances avec des prévisions de croissance volontairement gonflées. Probablement, hypothèse, le gouvernement n'a pas de majorité. Ils ont une majorité relative. Ils savaient qu'ils auraient du mal à faire passer une loi avec autant d'économies, donc ils ont gonflé. C'est une hypothèse, hein, c'est peut-être un énorme complot, j'en sais rien. Donc ils ont gonflé les prévisions de croissance pour pouvoir permettre aux députés de faire passer une loi de finances un peu moins stricte. Et ensuite, dans un second temps, ils savent qu'il y a un pourcentage des dépenses qu'ils peuvent modifier par décret, 1,5%. Eh bien, ils remettent la croissance, quand la prévision de croissance baisse, ils se servent de ces décrets. Ils le font tous. Oui, j'ai l'impression que c'est régulier en plus, le truc de... pas que sous le gouvernement de... Gabriel Attal, j'avais oublié que c'était lui le Premier ministre. Mais disons que c'est régulier, le truc de la croissance... la croissance, elle a changé. La croissance, elle a changé, donc faut faire de nouvelles économies par rapport à ce qu'on a voté. Donc le gouvernement explique que cette prévision... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le gouvernement explique que cette révision explique cette révision par la hausse des taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui ne date pourtant pas d'hier. Ça a évidemment un impact fort sur la croissance, car une augmentation des taux, ça veut dire moins d'argent disponible pour l'investissement des entreprises, comme pour la consommation des ménages, semble avoir découvert Bruno Le Maire. Paf, petit taquet là, lors d'une conférence de presse organisée le 19 février. Cette augmentation des taux, elle était indispensable pour briser l'inflation, mais il y a un prix à payer, le ralentissement économique, a-t-il résumé. Or, pour Bruno Le Maire, moins de croissance, ça veut évidemment dire moins de recettes, notamment sur l'impôt sur les sociétés de l'ordre de 4 milliards d'euros, et donc moins de recettes, ça doit nous amener à moins de dépenses, CQFD en Macronie. Évidemment, la possibilité d'augmenter les recettes est totalement en dehors de leur espace mental, c'est forcément moins de dépenses, mais ça c'est en dehors de l'espace mental de tous les présidents depuis Nicolas Sarkozy. Donc CQFD en Macronie, forcément. Après avoir déjà eu recours à 23-49-3 sur les questions budgétaires pour s'éviter des débats parlementaires, des questions qui sont pourtant historiquement liées à la constitution même des régimes parlementaires, l'exécutif va de nouveau contourner la représentation nationale en passant cette fois-ci par décret. Par ce biais, le budget 2024 des ministères sera raboté de 5 milliards d'euros et les politiques publiques de 5 milliards elles aussi. Le nouveau cost killer du gouvernement, le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, prévoit notamment de couper 1,5 milliard d'euros dans la masse salariale et les achats de l'État, mais aussi de baisser de 20% les déplacements des agents et d'accélérer les cessions de bureaux pour réduire de 25% les surfaces occupées par les services de l'État. Comprendre, les fonctionnaires vont devoir se mettre fissa au travail et au télétravail et aux visioconférences. Bon, ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais le problème, et c'est toujours le même, quand je dis à chaque fois c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est qu'en fait les moyens derrière sont pas mis pour que ça fonctionne correctement. C'est toujours la même chose en fait. Et en plus, il n'y a pas eu d'accord syndical sur le télétravail pour qu'il y ait des conditions un peu plus protectrices pour les gens qui sont au télétravail, voilà. Preuve que l'exécutif agit dans l'urgence, Thomas Cazenave a précisé que concrètement, dès la semaine prochaine et les semaines suivantes, les ministères vont devoir reconstruire leur budget et leur maquette financière, leurs dépenses de fonctionnement. Les opérateurs de l'État seront aussi sollicités. Bruno Le Maire a évoqué des économies d'1 milliard d'euros au total sur les budgets de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Business France, France Compétences ou encore le Centre national d'études spatiales. Économie. Non. Je sais même pas ce que c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires. Par contre, Business France, voilà, ça c'est bien. Je pense qu'on devrait faire les 10 milliards d'économies sur Business France, là, on s'en fout de Business France. Juste... POV, le streamer n'a aucune idée de ce que c'est Business France, il aime juste pas le nom et il dit c'est ok de faire 10 milliards d'économies dessus. Oh là là, Business France c'est nul, faut faire 10 milliards d'économies dessus. Voilà, c'était mon sketch, j'espère que vous avez bien aimé. Ah ouais, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est un truc qui aide les collectivités, donc super.
Encore de la thune en moins pour les collectivités locales les plus démunies. France compétences, alors ça... Bon, attendez, faut qu'on voit ce que c'est ces trucs-là. Alors, Business France, exactement, qu'est-ce que c'est Host Investigation, pardon, faut que je mette, le jingle, et je cherche avec vous. Il est où le jingle? Il est là. Voilà, c'est bien ça. Quel est le rôle de Business France? Business France assure la veille de l'image et de l'attractivité économique de la France à l'international. Ah oui, c'est une boîte de com qui fait de la pub pour l'entreprise française, quoi. Ok, très bien. Ok, ensuite, France Compétences. France Compétences. France Compétences est une institution nationale politique publique française, nanana, créée au 1er janvier 2019. Elle est l'autorité nationale unique de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ah oui, d'accord. C'est ça qui avait été dit... C'est ça qui avait été dit par l'article qu'on lisait, les articles qu'on lisait hier, c'était la baisse de thunes sur la subvention des apprentis. Disons que ça fait un truc en moins pour des subventions sur les entreprises. C'est une baisse de subventions sur les entreprises. Par contre, le problème, c'est que c'est une agence de régulation. Et donc là, par contre, en fait, ça dépend encore une fois sur quoi ils font baisser les dépenses. Parce que si c'est sur... Attendez, on va voir ce qu'ils font exactement. Mission. Contrôle et certification des diplômes. Formation professionnelle. Donc ça, c'est pour les CPF. Ah oui, non, mais c'est juste, en fait, c'est juste du contrôle. C'est pas du tout des financements... pas du tout en lien avec les subventions des apprentis sur les entreprises. C'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur les accréditations des organismes de formation. Ah ouais. Et vu que... Bon c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça, non? Pas forcément. Encore une fois, il manque de détails. Les opérateurs de l'État seront aussi sollicités. Bruno Le Maire a évoqué des économies d'1 milliard d'euros au total sur les budgets de l'Agence nationale, donc France Compétences, le Centre national d'études spatiales. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de voir. Les organismes de formation, c'est une catastrophe. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai l'impression que France Compétences, ils sont pas hyper stricts sur qui peut faire des formations ou pas, effectivement, vu le paysage de la formation. Moi, si je voulais, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire un organisme de formation qui vend des formations de merde à 3000 balles sur l'argent public. J'aurais été tranquille. Toujours dans la panique, les locataires de Bercy ont également annoncé qu'ils reportaient des projets pour trouver des économies à très court terme. Près d'1 milliard d'euros d'aide au développement pour les pays les plus pauvres sont ainsi ajournés, donc on ne sait pas à qui ces aides vont être supprimées. De même, le fonds vert à destination des collectivités locales, qui était pourtant la nouvelle martingale écolo trouvée par Bercy pour calmer le mécontentement des élus locaux face à la baisse de leurs moyens, va finalement être raboté de 400 millions d'euros. L'écologie est en fait la grande perdante de cette décision hâtive d'austérité budgétaire, car il est aussi prévu de réduire d'un autre milliard d'euros l'enveloppe de l'aide à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', pourtant un des piliers de la politique de rénovation énergétique du gouvernement. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet sur leur truc de rénovation, là. Et ils disent c'est vraiment le centre de ce qu'ils avaient montré comme leur politique écologique. Même au niveau européen, hein, j'avais vu un article dessus. Apparemment, ce truc de rénover, de rénover tous les logements, de mettre des primes et des subventions dans tous les sens pour que les gens rénovent leur logement, c'est un truc qui était assez volontariste pour le coup, qui est pas suffisant, qui est pas une politique écologiste à part entière, qui est pas une politique totalement écolo en soi, évidemment, on est d'accord. Mais même ça, ils tapent dedans. Voilà. Donc un des rares trucs où ils étaient un peu volontaristes sur leur politique écolo, ils décident de faire des économies dedans, quoi. On avait annoncé une enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard de 2023 à 2024, et il y aura toujours une augmentation de 600 millions, et nous récupérerons 1 milliard, a concédé Bruno Le Maire. Autre mesure de rigueur, Bercy va demander aux salariés une participation forfaitaire pour bénéficier du compte personnel de formation à hauteur de 10% du prix des formations. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier et où je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc si vous avez une formation de CPF, eh bien, vous devrez payer 10% du prix de la formation, en sachant que les prix des formations, c'est souvent quand même
très élevé, donc on est autour de 800, 1000, 1500, 2000 euros pour les formations, 3000, 4000, 8000. On est quand même sur des sommes qui peuvent être assez importantes. La mesure sera effective dès cette année. Les salariés n'en seront exonérés que si l'employeur abonde en cas de solde insuffisant. Cette participation forfaitaire va être mise en œuvre dès cette année, ce qui nous permettra de générer 200 millions d'euros d'économies sur un total de 2 milliards, a déclaré Thomas Cazenave. Toujours sur le terrain de l'emploi. L'exécutif a prévu de réduire les aides à l'apprentissage de 200 millions d'euros. Ah oui, c'est ça, les aides à l'apprentissage sont là. Donc elles sont pas dans le truc France Compétences. C'est un truc encore en plus. On paye 2 fois. Bah oui, vous payez 2 fois, parce que vous cotisez pour les formations. C'est la double paye. C'est comme si vous mettez vos enfants dans l'école privée sous contrat et que vous payez l'école privée. Vous payez 2 fois un service. Et là, c'est pareil. Vous cotisez pour la formation et ensuite vous payez la formation. Vous payez 2 fois. Toujours sur le terrain de l'emploi, l'exécutif a prévu de réduire les aides à l'apprentissage de 200 milliards d'euros. De 200 milliards, bien sûr. 200 millions, quand même, calmons-nous. Une paille vu le coût global de près de 20 milliards d'euros par an de la politique de soutien à l'apprentissage. Politique qui comporte de nombreux effets d'aubaine dont profitent les grandes entreprises. Donc c'est à ça que je pensais quand je disais c'est des subventions aux entreprises en moins, donc c'est ça. Mais effectivement, comme le dit l'article, c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix dans des subventions aux entreprises en moins. On rappelle, c'est un quart du budget de l'État selon l'article l'article qu'on a lu hier. C'était Frustration Magazine. Dernière mesure, le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, le fameux, lui aussi sera raboté de 150 millions d'euros. Nous avons fortement réduit le chômage qui réaugmente en ce moment, hein, mais ils l'ont fortement réduit, vous inquiétez pas. Et donc nous ajustons notre politique de l'emploi à la fois à la réalité du chômage et puis surtout à la réalité des finances publiques, a justifié Thomas Cazenave. Si le gouvernement touche ici à plusieurs dispositifs qu'il a lui-même créés, il n'a en revanche pas voulu revenir sur ces baisses d'impôts instaurées en 2018 sur les entreprises et les ménages les plus aisés. Nous refusons la facilité de l'augmentation des taxes et des impôts sans tête Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui est totalement un américain mental. Non, ça, je sais pas. Qui est totalement idéologiquement dans il faut pas d'impôts et qui va jamais accepter la moindre mise en place d'un nouvel impôt sur les plus aisés. C'est vraiment c'est son credo depuis qu'il est au ministère de l'économie, c'est pas de hausse d'impôts chez les plus riches et il en veut absolument pas, mais c'est juste idéologique quoi. C'est pas basé sur des analyses d'économistes et tout. Non, c'est juste que lui, son truc, c'est il faut pas d'impôts sur les riches et il fera jamais d'impôts sur les riches. Même les USA taxent plus que nous. Bah, en vrai, soit dit en passant, les États-Unis, ils sont toujours en mode les Européens, ils ont plein de taxes, mais ils ont je pense qu'ils ont limite plus de taxes que nous, les Américains. C'est juste qu'ils les payent après. Genre, si vous avez votre salaire quasiment sans aucune cotisation, mais qu'après vous devez payer 60 milliards de dollars en assurance maladie séparément, vous payez des taxes, c'est juste qu'elles sont différées, quoi. Mais bref. Pourtant, le dernier rapport du comité d'évaluation des réformes et de la fiscalité du capital, suppression de l'ISF, instauration d'une flat tax de 30% sur les revenus du capital, ne trouvait pas d'effet vertueux de ces mesures sur l'emploi et l'investissement et chiffrait leur coût net à plus de 3 milliards d'euros par an sur les finances publiques. Donc voilà, comme quoi supprimer les taxes, ça fait juste perdre de l'argent à l'État, mais ça n'a aucun autre effet positif. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Absolument. C'est juste qu'ils comprennent rien à ce qu'ils payent. Mais oui, mais vous savez, attendez. J'ai un ami américain qui réside maintenant en France, mais qui doit quand même payer ses impôts aux États-Unis. Et je suis toujours abasourdi par l'ampleur des privatisations aux États-Unis. Pour payer leurs impôts, ils doivent payer un organisme privé qui remplit leurs feuilles d'impôts. Et qui a totalement, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais c'est un organisme qui a totalement noyauté le truc de remplir les fiches d'impôts. Et en fait, le gouvernement américain les a obligés à faire un site gratuit pour que les gens puissent payer leurs impôts gratuitement. Mais en fait, ils ont fait tout leur possible pour que leur site gratuit soit déréférencé d'Internet et que les Américains soient obligés de passer par un site payant. Et c'était un truc de lobbying et tout. Même les républicains étaient en mode supprimer ce truc, c'est pas normal que les Américains doivent payer pour remplir leurs impôts. C'est obligé de passer par cet organisme ou juste giga difficile. C'est giga difficile, mais la plupart des gens le font. Donc même le gars que je connais qui pourtant paye zéro impôt le fait parce que c'est vraiment ultra compliqué sinon.
L'idée, c'est TurboTax, ouais. Mais l'organisme s'appelle pas exactement comme ça, je sais plus, mais vraiment, l'organisme qui s'occupe de ça a fait un travail de lobbying ultra vénère pour pouvoir garder la mainmise sur... En fait, c'est comme si le site impôt.gouv.fr c'était privé, quoi. Et que vous deviez payer pour l'utiliser. C'est tout bonnement hallucinant. Attendez, il y a une vidéo du New York Times, je crois que c'est New York Times. Je vais vous la mettre si ça vous intéresse. Ah, c'est en anglais, par contre, il n'y a pas de sous-titres. Je vérifie si je la trouve. Ouais, c'est ça. C'est une vidéo du New York Times. S'il y a des gens que ça intéresse, je vous la mets dans le chat. Il y a une vidéo de 15 minutes qui explique assez bien ce système. Oui, c'est sur YouTube, c'est en libre accès. Imagine, l'URSSAF, c'est privé. Oui, mais disons que c'est pas pareil d'avoir un organisme comme l'URSSAF qui est en co-gestion et qui a une délégation de service public qu'une entreprise privée qui a pour but le profit, quoi. Ok. Donc, la suppression des impôts pour les riches, ça ne marche pas, selon le dernier rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. Pas d'effet vertueux sur l'emploi et l'investissement, et uniquement un coût de 3 milliards par an pour les finances publiques. Donc en fait, c'est juste de l'argent gratuit qu'on a donné aux plus riches. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Voilà pour les grandes lignes de ces annonces qui sont aussi à analyser à la lumière du contexte européen. En effet, le 1er janvier 2024, il a été mis fin au moratoire instauré durant la crise sanitaire sur les dépassements des règles budgétaires. Donc c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Budgétaire européenne par les États membres, et dans le même temps, une réforme du pacte de stabilité a été approuvée par le Parlement européen et instaure de nouvelles règles. De nouvelles règles qui renforcent le rigorisme budgétaire et ouvrent la porte à une austérité permanente. C'est le retour de l'Europe avec ses règles d'austérité. Donc elle condamne toute politique divergente compromettant de fait la transition écologique. Bref, si Bercy agit autant dans l'urgence, c'est pour montrer patte blanche à Bruxelles sur sa maîtrise des finances publiques. Le décret d'annulation de ces 10 milliards d'euros d'économies sera pris cette semaine. L'annulation de ces 10 milliards d'économies, c'est une double négation, mais bon. Sera pris cette semaine pour ne laisser planer aucune ambiguïté sur notre détermination à maîtriser nos finances publiques, a d'ailleurs glissé Bruno Le Maire. Le ministre s'est enfin laissé aller ce 19 février à une critique de la politique économique de l'Europe. Selon lui, l'éléphant dans la pièce des politiques économiques du vieux continent, c'est la croissance en Europe. Et d'ajouter, le vrai sujet, il est là, il est sur l'écart de croissance entre l'Europe, le continent européen et le continent américain. Dont acte, mais il attribue cet écart à l'empilement des normes. Je pense qu'il y a une idéalisation de ce que sont les États-Unis, hein, honnêtement. En termes de normes, de bureaucratie et d'administration, je pense pas qu'on ait grand-chose à envier aux Américains. Pour le coup, il y a une espèce d'image un peu lointaine de les États-Unis, pays des entreprises pas bureaucratiques, pas d'impôts, tout ça, ce qui est totalement faux. D'autant plus avec le système fédéral, il y a aussi un empilement de normes. Hein. L'Espagne est à 2% de croissance avec des politiques de gauche. Mais oui, mais bien sûr, mais voilà. Mais Bruno Le Maire, il n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous voulez? La croissance européenne est enchaînée par les normes, enchaînée par les règles, enchaînée par les directives, enchaînée par les règlements, enchaînée par la suradministration, enchaînée par des obligations qui ne s'imposent qu'aux entreprises européennes et jamais aux entreprises chinoises, jamais aux entreprises américaines, a-t-il développé. Mourir d'amour enchaîné. Après, les entreprises chinoises, elles n'ont pas de normes, mais elles ont un représentant du Parti communiste qui les surveille et les patrons se retrouvent en prison. Est-ce que vous voulez Fabien Roussel dans votre entreprise? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Étrange analyse dans la mesure où le décrochage de l'économie européenne par rapport à l'économie des États-Unis date de la cure d'austérité que s'est infligée la zone euro au début des années 2010, pointaient des économistes du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Bizarrement, l'austérité, ça a abouti à moins de croissance, c'est bizarre ça. Décrochage qui n'a pas été rattrapé depuis, une période funeste dont l'exécutif ne semble pas avoir tiré les leçons au regard de ses annonces récentes. Très bon article de Mediapart. Les libéraux, normes égale nul. Les libéraux, ils disent que les normes c'est nul et après ils font des normes pour faciliter le fonctionnement, pour faciliter la vie des plus riches. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart. Absolument.